Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Big Data Hebdo. Le Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data et de l'IA. Le Big Data Hebdo sont des épisodes de news, des épisodes où on reçoit un invité pour nous parler d'une technologie, et aussi des épisodes de débats, dossiers, thématiques, qui nous permettent d'aborder, d'approfondir un sujet bien précis. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, puisque on va reparler un petit peu du sujet du RAG. Alors, on en a déjà parlé dans l'épisode 215, qui s'intitulait «Le RAG en 2025 est-il toujours d'actualité?» Et ben, visiblement, on a quand même des petits points à ajouter parce que, la mariée n'est pas aussi belle que ce qui nous avait été promis. Et pour résumer, le RAG, c'est un petit peu comme cette bonne vieille histoire du knowledge management. On donne ces données, mais on n'est pas sûr de récupérer exactement les données qu'on a données dans le RAG. Donc, et évidemment, pour approfondir ce sujet qui est un sujet très IA, c'est notre ami Paul qui s'est penché sur la question. Alors, aujourd'hui, pour cet épisode, j'ai Paul avec moi et j'ai Jérôme. Salut Paul, comment ça va? Salut Vincent, ça va très bien. On va plonger au fond du lac de données, effectivement, des entreprises pour aller voir ce qu'on trouve comme documents et les pires formats de documents possibles, imaginables que vous pouvez avoir dans vos entreprises et qui effectivement ne passent pas derrière, surprise, dans la chaîne du RAG basique. Et sinon, je suis Et toujours aussi chez Orange Expert Time pour traiter justement des sujets d'IA générative et d'architecture. c'est ce que j'allais te demander, effectivement. Et Jérôme, salut Jérôme, comment ça va? Salut, bah, ça va bien et Et tu es toujours chez Siam. je suis chez Siam depuis, depuis avril en fait, hein, donc pas de Oui, oui, c'est toujours. c'est toujours récent, mais C'est une période d'essai. Voilà et je termine ma deuxième mission, c'était 2 missions d'audit pour l'instant et il va y avoir une suite. Voilà, c'est, ouais. Siam qui est un heu, cabinet, très spécialisé, très tech, qui ouais, est. très spécialisé autour de Java avec, 2 ou 3 Java champions. Donc Paul, on revient sur ce sujet RAG, et parce qu'effectivement, déjà, ce qu'on a pu se dire, il y a, quelques épisodes de ça, moins de 10 épisodes, c'est-à-dire c'était à peu près au printemps, je me souviens plus de la date de publication de cet épisode 215, a déjà, radicalement bougé parce qu'il y a des offres, de certains des acteurs du marché qui ont amené, leur lot de nouveautés et leur lot de nouvelles capacités que l'on a. Alors, je vous propose qu'on commence déjà par un petit peu parler du constat et de ce qui nous a amené à se dire qu'il fallait qu'on parle de ça, tiens. Mmh. Et c'est souvent le décalage d'ailleurs entre la promesse éditeur et le constat que font les utilisateurs. La promesse éditeur, c'est de dire vous avez, des documents, bah, hop, vous branchez dessus. On a notre, application SaaS par exemple, de RAG qui va, automatiquement et on sait pas trop comment préparer vos documents et derrière vous allez poser vos questions et vous aurez les bonnes réponses. Sauf que quand les utilisateurs posent les questions, bah, effectivement une fois sur 2, moi je donne ce chiffre un peu sans qu'il soit vraiment fondé, mais une fois sur deux, on va être déçu parce que ça répond à côté de la plaque. Ou alors, si on descend dans les documents en source, on va se rendre compte qu'effectivement, c'est pas cohérent. Et alors, pourquoi on a ce décalage? C'est pas forcément une remise en cause de la partie, enfin, des mécanismes de retrieval, hein, donc qui sont souvent les mécanismes sémantiques de proximité avec tout ce qu'on aura préparé dans la base de données vectorielle. C'est pas forcément les mécanismes de génération qui ont récupéré ce qu'on appelle les chunks, donc les petits bouts de documents qui étaient les plus similaires avec la question et qui ont permis de générer la réponse finale, c'est tout bonnement la donnée source. Et on en revient à quelque chose qu'on connaît très bien depuis des dizaines d'années dans la BI, par exemple, sur la donnée structurée. Si on fait rentrer de la donnée qui est pas correcte, bah, les rapports derrière sont pas corrects non plus. Et ben pas de surprise, en données non structurées, c'est pas mieux, voire c'est encore pire. Et ça m'a fait penser en fait un peu au fameux paradoxe de Moravec. Alors je crois qu'on l'avait cité une fois ou deux parce que quand on a commencé à parler de l'IA générative, c'est appliqué à la robotique à l'origine. C'est le fait de dire que votre plombier qui est en train de peut-être en train de raccorder un tuyau chez vous en se contorsionnant sous l'évier, bah, ça va être quand même compliqué de le remplacer par un robot. Il va y avoir un petit peu de temps avant que lui soit remplacé. Heu, Pourquoi? Parce que ce qui peut être assez facile finalement pour un humain, est très compliqué pour les robots et inversement. Finalement la lecture de documents, on peut faire un peu ouais, appliquer le même paradoxe. Vous pouvez penser à des documents auxquels vous êtes confrontés, dans l'entreprise, hein, je sais pas
des procédures d'installation de quelque chose. Vous avez des copies d'écran, et puis sur la copie d'écran, on a peut-être entouré quelque chose, et à côté, il y a le texte qui vous donne quelques explications complémentaires, ou alors des PowerPoint ou avec des super schémas. Alors, des gens qui ont passé énormément de temps à faire des schémas très compliqués avec des animations pour que ça soit lisible par des humains. Et ben, pas de chance pour les modèles d'IA, là, ça coince. Et l'exemple même, c'est effectivement de passer à la moulinette des slides où il y a peu de texte et beaucoup d'images, et finalement l'essentiel du message, généralement, il est pas capturé par ces processus, parce qu'on est dans une situation où finalement, ce qui aurait été pénible pour l'humain aurait plutôt facilité les choses pour la machine. C'est-à-dire que presque la réciproque du théorème est possible, c'est-à-dire qu'au plus c'est pénible pour nous, au plus c'est facile, quoi. Oui, un document de texte brut de 10 000 pages, bon, les humains, ils vont fatiguer au bout d'un moment. L'IA va parcourir ça en quelques secondes. Donc, voilà. Et effectivement, il faut avoir en tête cette notion-là pour se dire quelle est la capacité à être lue par des modèles d'IA du corpus de données qu'on va soumettre. Et là, il y a beaucoup de surprises quand on va décortiquer le moindre document Word. Mais heureusement, voilà, ça sera la bonne surprise peut-être de cet épisode à la fin. On a quand même aujourd'hui des outils qui commencent à être assez performants. Pour les auditeurs qui auraient qui seraient pas forcément, passionnés par l'IA et qui voudraient comprendre un petit peu plus le sujet, on peut peut-être, juste faire une petite boucle sur réexpliquer le RAG. Parce que finalement le RAG, on a dit, ouais, on faisait des chunks et ainsi de suite, mais c'est peut-être intéressant de montrer le RAG et l'histoire de l'enrichissement du contexte, et donc de réexpliquer un petit peu ça. Bah, prenons un exemple simple. Jérôme vient d'être embauché dans une nouvelle entreprise. Il veut connaître la politique de congé de l'entreprise. Donc, il va sur le chatbot. Je sais pas si tu nous diras, Jérôme, si tu as un chatbot interne qui peut faire ça. Il pose la question quels sont les congés, quelle est la politique de congé interne de l'entreprise. On est bien d'accord qu'un LLM public ne connaît pas ces subtilités-là. J'imagine qu'ils sont pas allés crawler les politiques internes de Siam. Et donc, si un RAG a été mis en place, les documents RH ont été découpés en petits morceaux, vectorisés. Donc, on parle d'embedding. Ça, on a des modèles spécifiques qui transforment finalement ce texte en des gros vecteurs de nombres. Et ces vecteurs, en fait, forment ce qu'on appelle un espace latent. Donc, c'est à l'intérieur que la recherche après sémantique va pouvoir se faire. C'est-à-dire que quand Jérôme pose la question, concrètement, c'est surtout les mots-clés, enfin, congés payés, enfin, non, pardon, ce que je dis, quelle est la politique de congé de l'entreprise. Donc congé, sans doute un mot qui va aller se retrouver assez proche, justement, dans les documents RH des articles qui traitent des congés. Et ça, par des calculs sémantiques, concrètement, c'est un cosinus entre deux vecteurs, hein, la plupart du temps. Donc, c'est à partir de là qu'on va réussir à extraire les 2 ou 3 paragraphes qui servent, qui répondent à cette question-là. On va les mettre dans un prompt, et ce prompt, en fait, va être envoyé à un modèle de langage qui va rédiger une réponse un peu plus, voilà, un peu plus rédigée, justement. Enfin, va recoller des petits bouts de Synthétiser, texte, synthétiser voilà. la chose. Voire s'adapter éventuellement au langage que Jérôme a envie enfin, le niveau de langage que Jérôme a envie d'entendre, voire éventuellement, et ça c'est plutôt une version plus agentique, où on compléterait le RAG, sera aller faire un appel API à l'application de congé interne de Siam, aura récupéré les infos pour Jérôme et les aura intégrées aussi dans la réponse. Mais là, on sort un petit peu du On périmètre sort un petit strict peu du du RAG. périmètre du RAG, mais effectivement, c'est peut-être pas mal de recentrer un petit peu le débat et de réexpliquer comment fonctionne ce sujet du RAG avant de continuer et de re-rentrer un petit peu dans le dur. Et donc, avant que je t'interromps, tu te lançais sur les difficultés qu'on pouvait avoir, parce qu'effectivement, les documents, on voit qu'il y a souvent des choses. Alors, on est en train de reparler de débats vieux comme le monde, hein, qui sont l'OCRisation de documents au départ, avant même de pouvoir exploiter, de pouvoir questionner le document, ce qui est un peu le sujet du RAG. On a toujours les mêmes problèmes que ceux que l'on avait avec l'OCRisation, où les problèmes, c'est un peu la boîte de Pandore. C'est-à-dire que quand tu crois avoir épuisé et couvert à peu près toutes les difficultés, t'en retrouves une nouvelle. C'est assez infini, cette histoire. Ouais, et puis je vous poserai la question après, est-ce que vous avez, vous, des souvenirs comme ça de documents, enfin, qui vous semblent vraiment peut-être de difficultés auxquelles vous pourriez penser aussi?
Donc sachant qu'on va parler d'OCR, juste avant d'illustrer ces difficultés-là, on va parler d'OCR, mais attention, c'est pas forcément des images qu'on va passer dans les modules d'OCR. Ça peut être la petite subtilité, parce qu'on pourrait se dire, bah, en entreprise, on a des documents numériques. C'est pas forcément que des documents papier qui ont été scannés, qui sont maintenant des images qu'on a remis dans des PDF. Ça se Mmh. trouve, Ouais, certainement ouais, ouais, bien sûr, ouais. au fond du lac de données, mais finalement, on va quand même appliquer la logique d'OCR et elle va être utile. On va voir justement qu'elle va permettre de dépasser certaines des difficultés. Alors, difficulté ultra complexe pour un modèle de vision, enfin, ou un modèle ou un chunking de données, 2 colonnes dans un fichier texte. C'est Ça paraît fou, fou. hein. C'est fou parce que ça paraît, enfin, pour nous, l'humain, c'est sans questionnement, quoi. Et on Ouais. retombe dans ce paradoxe, quoi. Ouais. Le chunking va prendre la ligne complète, va mélanger les 2 colonnes. Ah, c'est bizarre parce que dans des documents, t'as quand même la notion de colonne existe. Alors effectivement, ouais, et là, on va être vraiment dépendant déjà la source du document. Bon, on va dire PDF pour la plupart du temps, mais effectivement, il y a des différentes subtilités aussi dans le PDF. Et après, on va être dépendant aussi de ce qu'on va utiliser comme outil directement pour aller faire l'extraction texte du PDF. Mais sur des choses un peu trop basiques, effectivement, on va se faire avoir. Et le multicolonne va faire on va faire une ligne Ouais, on va suivre la ligne sur toute la page et non pas suivre la effectivement, colonne. j'ai compris, tu parlais de PDF, et oui, à ce moment-là, ça dépend de comment a été généré le PDF, parce que le PDF permet de faire de définir l'âme des blocs et j'allais dire le lignage des formations de mon ancien boulot, La la la, la la suite. séquence, Ouais, ouais, séquence des blocs, et notamment, il y a le fameux format PDFA, qui est un PDF qui est fait pour l'archivage, WA. Lui, justement, dans ces conditions, c'est une restriction de PDF qui dit il faut absolument que vous ayez ajouté ces choses-là. Donc après, effectivement, en fait, je pense que le terme OCR, quand on a parlé du sujet, me perturbe parce que le C, c'est caractère. J'ai l'impression que quand tu parles d'OCR, en fait, il faudrait changer le C parce que c'est plus que retrouver les caractères, c'est plus à interpréter. J'ai l'impression le document. Euh, Oui. Oui, oui, on avait pensé à un moment à Modern OCR dans le titre de cet épisode, mais oui, c'est pour ça que je préfère le préciser. On s'éloigne quand même de l'usage un peu, enfin, historique de l'OCR qui est pure reconnaissance optique de caractère. Donc texte sur deux colonnes, bam, déjà c'est compliqué. Allez, on rajoute un tableau de chiffres dans le document Word ou PDF. Et là, ce qui va se passer sur du chunking à nouveau assez basique, on va donc penser à un algorithme qui essaye de découper des petits bouts comme ça, partant du haut vers le bas. Bah, vous avez une ligne d'entête, on espère en haut du tableau. Donc cette ligne d'entête va devenir un chunk. Puis vous avez une ligne de données en dessous. Je sais pas, admettons qu'il y a une ligne avec les 12 mois de l'année. Bah, je vous avais janvier avec les chiffres de janvier, mais vous savez plus du tout. Vous avez perdu, puisque c'est dans un autre chunk, vous avez perdu la notion d'entête. Bam. Donc là, encore une fois, on échoue lamentablement parce qu'on sait plus raccrocher les chiffres à ce que c'est. Donc il y a une vision, les tableaux, on a généralement une vision un peu à entrer, enfin ligne colonne pour pour savoir ce que veut dire une valeur dans le tableau. Et ben voilà, si on perd si on perd les en-têtes, voir les lignes, enfin la ligne de gauche, on est euh, on est perdu. Donc là, il va falloir un traitement spécifique. Alors, je donne l'astuce tout de suite parce qu'elle est relativement simple. En fait, c'est ici, donc on fera pareil pour les images, hein, d'identifier quand on va dans le document, d'identifier quand on arrive soit sur une image, soit sur un tableau. Sur les tableaux, la gestion, ça sera de les transformer en fichier JSON. Et pourquoi? Parce que la structure JSON va être finalement beaucoup plus robuste On fait un dictionnaire, quoi. voilà, on fait un dictionnaire pour dire que chaque valeur correspond bien à telle ligne, telle colonne. Et à partir de ça, les modèles de langage qui eux aussi, en plus, on a de la chance là-dessus, sont assez entraînés justement pour lire du JSON, ben vont réussir à retrouver la valeur. Donc ça, c'est l'astuce, mais effectivement, c'est un deuxième traitement en plus du chunk de texte basique. On rajoute une petite image. Allez. Alors attention à ces images-là, qu'est-ce que ça va être? Soit une image illustrative, on avait envie de mettre une jolie photo de vacances, bon, ça apporte pas généré par un grand-chose. LLM. Voilà, Ah non, mais par oui, par un modèle pas de LLM, mais un génération. modèle génératif. Ouais. Bon, alors
si on veut que le RAG soit quand même capable de retrouver cette image-là, il y a 2 solutions. La première, qui est peut-être la plus scientifiquement, valide, ça serait d'avoir un modèle d'embeddings dédié aux images. Donc là, vous avez un modèle d'embedding pour transformer le texte en vecteur, vous avez un autre modèle, qui fait la même chose, mais qui à partir de l'image crée des vecteurs de nombres. Et ce modèle a été suffisamment entraîné pour faire quelque chose de sensé, c'est-à-dire que quand on va faire la recherche dans ces vecteurs de nombres, il va réussir à retrouver, il va réussir à se placer, à trouver les similarités avec les bonnes images. C'est pas évident. C'est pas évident parce que, souvent c'est pas forcément des photos de vacances dont vous allez avoir besoin, c'est des schémas techniques, c'est des choses propres au cadre de l'entreprise et donc vous n'avez pas de modèle d'embeddings, d'images techniques, propre ici. Question, ouais, enfin, est-ce que tu sais si ça marche mieux avec des images de type vectoriel plutôt que des raster, des pixelisés quoi? Ou est-ce que, enfin, est-ce que tu sais, est-ce que il y a des études qui ont été faites là-dessus? Est-ce que Alors c'est pas vraiment des études, mais en tout cas moi je m'y suis confronté et avec les librairies Python, qui tournent pas mal autour justement des travaux sur l'extraction des documents, il se trouve que les dessins vectoriels ne sont pas perçus comme des images. Donc là où D'accord, donc c'est une certaines suite. Donc il récupère le texte sous-jacent de définition. Même pas. Il comprend pas l'objet en fait. Il comprend pas l'objet. Bon, Enfin, en tout cas, ouais. sur les librairies que j'ai pu essayer en Python, bon, voilà, C'est-à-dire D'accord. qu'en fait, il analyse pas la représentation il analyse pas la représentation visuelle de l'image vectorielle, quoi. Donc il reste à un truc, c'est un blob d'un truc Mmh, incompréhensible pour lui. Ok. ouais, Ouais. C'est amusant parce que certains côtés, ça pourrait être, c'est plus proche de la représentation que nous on s'en fait une fois qu'on. Alors, enfin nous visuellement, c'est du pixelisé entre guillemets, mais c'est la représentation mentale qu'on s'en fait est plus proche du vectoriel puisque on a ces notions de pâté, généralement un dessin technique, hein, c'est des carrés qui sont reliés par des flèches. Donc typiquement là, il a la représentation et il a l'avantage aussi, c'est que quand les flèches se superposent, ce qui est immanquable, il suffit de voir le schéma qu'on a sous les yeux dans le fil conducteur. Moi, l'avantage du vectorisé, c'est qu'il n'y a pas d'ambiguïté, quoi. Et je pense, visiblement, moi, ce que je comprends, c'est qu'il n'y aurait pas d'entraînement dans ce sens-là, parce que, à mon avis, Ouais, parce que ce tu serait vois, plutôt ça, quoi. je suis assez étonné parce que j'avais vu un truc où, alors ceux qui font de l'impression 3D ou qui ont fait du manufacturing en industrie connaissent le truc qui s'appelle le G-code. Le G-code, c'est le truc qui indique à une machine-outil comment doit se déplacer l'outil, donc c'est typiquement une suite de trucs qui disent ah bah tu vas te déplacer en X de 10 millimètres, là tu vas faire tourner ton outil à telle vitesse, ainsi de suite. Bref, c'est assez descriptif et finalement, il y a eu des gens qui ont fait des expérimentations où avec des LLM, ils avaient été capables d'avoir une explication de ce que le G-code allait faire. Des- et finalement, c'est quelque chose d'assez similaire à cette notion de dessin vectoriel, puisqu'un dessin vectoriel, qu'est-ce qu'on dit? On dit tu vas me tracer un arc de cercle qui a ça comme centre et qui démarre à tel point, qui démarre à tel autre point et qui va jusqu'à tel autre point et qui a tel rayon. Donc je suis quand même assez étonné de cette incapacité à comprendre un dessin vectoriel. vectoriel. Je mets Alors toujours des gros guillemets quand je dis comprendre, hein. ouais, moi je parle juste des modèles de vision, Ouais, ouais. classiques en fait, parce que eux, on leur soumet des images, donc au sens pixel, effectivement, parce que les pixels sont convertis en tokens derrière. Et, et en fait, c'est le dessin vectoriel, on a toujours enfin, à quel niveau on le zoome en fait. Ouais. On a la C'est toujours capacité ces d'aller. histoires, ouais, effectivement. Voilà. Et en fait, ça suffirait que je le zoome vraiment au maximum pour en faire une image, mais qui aurait peut-être une résolution énorme. Et après, les modèles de vision, ils se perdent en fait. Ils se perdent dans la taille et ils ont beaucoup de mal à être exhaustifs dans une description d'image. Ah oui, mais Et ça, c'est parce que tu passes parce que tu le pixelises avant de l'interpréter. C'est-à-dire que pour que ça marche bien, il faudrait que les algorithmes soient spécialement entraînés pour traiter les images. Mais bon, c'est assez intéressant. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui, il faut trapper ces trucs-là et revenir à quelque chose qui serait de la vision pure
et pas de l'interprétation du sous-jacent. Ok, ouais, super. Donc en fait, moi ce que je retiens, c'est que pour l'instant, si tu veux faire des PowerPoint qui sont bien pour les LLM, il faut faire les pires que faut prendre toutes les mauvaises pratiques pour les êtres humains. Il faut faire des listes à points et il faut faire des images binaires et pas des images vectorisées. Exactement, voilà, c'est un bon résumé. Pour finir quand même sur le sujet des images, parce que donc j'ai dit, soit vous avez un modèle d'embedding dédié aux images, donc voilà, c'est pas souvent le cas. Qu'est-ce que va être la solution alternative? Ça va être de faire décrire l'image par un modèle de vision. On a dit dessin vectoriel, ça sera compliqué, mais en tout cas une image qui peut être soit effectivement une photo illustrative, soit un schéma technique. Pensez plutôt à un schéma dans PowerPoint justement avec des blocs et des flèches assez simples. Ce schéma-là, vous allez pouvoir demander une description. Alors ici, ce qui va vraiment être important, c'est le prompt que vous allez donner pour avoir la description. Parce que, comme je disais juste avant, le modèle de vision, il a une fâcheuse tendance à comprendre les choses dans leur globalité et à pas aller dans les détails. Donc si vous avez un logigramme hyper précis avec des boîtes reliées par des flèches, qui vous disent à chaque fois, bah là si oui on fait ça, sinon on fait comme ça, et etc. Tac, vous avez toute la logique ici. Eh ben, il faudra que le prompt demande d'aller vraiment dans le détail pour tracer, pour écrire en fait tous les chemins logiques possibles. Donc il faut bosser un peu le prompt, mais ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Il faut juste vérifier derrière que la chose a été bien écrite et on peut arriver à une chose assez intéressante de ce type-là. Mais c'est peut-être un peu aussi fonction du type d'image qu'on va retrouver dans les documents. Donc c'est compliqué d'anticiper et d'avoir un seul prompt finalement qui gérerait la diversité d'images qu'on peut avoir dans les documents. Alors, on rajoute encore, allez, on a dit donc la mise en forme du texte sur les colonnes. Alors, j'ai pas dit sur plusieurs pages, mais ça s'entend aussi que si un texte ou un tableau est sur différentes pages, ça va être quelque chose à anticiper. Texte plus image en dépendance. Donc, vous avez, c'est marqué en fait sur enfin, dans le texte, c'est écrit voir l'illustration pour comprendre à quel endroit il faut, je sais pas, brancher le câble sur la machine. Et puis sur l'illustration, vous avez un petit pointeur avec la lettre A, et la lettre A réfère à ce qui est cité dans le texte. Ça va pas être simple du tout, parce que là, si on a réussi à découper jusque-là le traitement du texte et le traitement des images, maintenant il va falloir refusionner les deux pour réussir à redonner du sens. Et ça, c'est encore une étape à faire et qui est pas simple, parce que quand est-ce qu'il y a cette dépendance-là? Bah, faudrait presque lire les documents en entier pour réussir à le savoir. Ou alors faudrait les faire, lire déjà par un modèle de vision qui scannerait l'ensemble du document pour savoir ce qu'il faut aller faire comme traitement. Et puis même, je pense que même sans parler d'image, dès lors que tu as un truc avec une table de référence ou des choses comme ça, ou se référer à l'annexe 8 dans ce cas précis, ainsi de suite, là, l'extraction doit quand même être un truc où ça donne quelque chose, où les chunks, ils doivent être quand même complètement perdus, quoi, hein, c'est clair. Ouais. Et toutes les notes de bas de page, pas des rajouts qui seraient des en-têtes, et cetera, tout ça, et comme tu disais, Jérôme, sur les PowerPoint, si vous devez faire des fichiers Word demain, arrêtez les en-têtes, arrêtez les notes de bas de page, arrêtez le multicolonne, heu, bon, utilisez Notepad. C'est un peu Ouais, mais après, ces trucs-là, ils arrivent pas à les détecter quand même. C'est des choses qui reviennent régulièrement. Il y a peut-être la notion de page qui est interprétable. Donc, savoir qu'au début, il y a un truc qui revient tout le temps, c'est que c'est alors les niveaux de titres, mais on va voir que justement l'astuce va être de retomber dans des formats qui sont plus adaptés à ça, comme le Markdown, en fait. C'est ce que j'allais dire, c'est un Mmh, plaidoyer pour le Markdown, ton ouais, affaire, là, Paul, hein. mmh. Mais la question, ouais, mais le point, c'est effectivement, en fait, alors peut-être qu'ils sont pas assez bien faits, mais il faudrait que les fichiers de documents aient bien ces notions, et généralement elles l'ont plus ou moins, peut-être pas les PDF, mais en tout cas les documents Word, il y en a pas, il y a la notion de pied de page en tête de page, c'est des notions qui pourraient être éliminées en amont en fait, puisque en pré-processing du document pour dégager ces trucs-là, quoi. Oui. Oui, on pourra penser à ce genre de pré-processing, mais on commence à voir que la liste des pré-processing devient assez pléthorique. Bah Mmh. ouais, Ouais, puis c'est le mais branchement, c'est la détection des entités en question et le branchement sur les processing secondaires qu'il faut faire. Enfin, t'as déjà un truc bien compliqué, quoi. après ce pré-processing, tu le fais qu'une fois au moment où tu enregistres le document, tu le fais pas à chaque appel. Mmh. Et c'est un Oui, oui. traitement, ça a du coup, c'est machin, mais c'est fait qu'une fois. Hum, hum.
Et allez, j'en rajoute un petit dernier, vous me direz après si vous avez d'autres idées de choses qui vous semblent difficiles comme ça en lecture, mais alors, reprenons le cas où on revient vraiment sur du vrai OCR, au sens où on va aller extraire des caractères d'images. Imaginons qu'il y a quelqu'un qui aime bien encore travailler, on imprime le fichier PDF, on la note un petit peu à la main, on rature, on fait des trucs, on remet tout ça dans le scanner. Ah bah, pas de bol, au passage, on a fait tomber la pile de papier, il y a une page qui s'est mise à l'envers. On scanne ça et ça devient un nouveau fichier PDF mais contenant des images. Qu'est-ce qui va être compliqué là-dedans? Ben effectivement du texte, des caractères informatiques mais raturés avec de l'écriture par-dessus. Oh, quel enfer. Mais alors là, le modèle de vision va être très fort. Parce que le modèle de vision, pour le coup, lui, va réussir à réécrire l'histoire. Et donc, il verra pas ce qu'il y a en dessous des ratures au crayon, mais il arrivera à refaire une phrase complète avec ce qu'on a remis par-dessus si on a Tu voulu veux, corriger tu un veux mot. dire que les captchas servent plus à rien, puisque s'il peut lire les textes raturés, Les captchas servent à l'entraînement des modèles. C'est ça, hein, l'objectif des CAPTCHA au départ, c'était effectivement d'entraîner les modèles de CR. Hein. Donc, Ah ouais. Et la fameuse page à l'envers, là par contre là c'est très compliqué. Donc il y aurait sans doute un En l'envers, processing, tu veux dire le haut en bas, le haut en bas, ouais. Ah oui, parce que moi j'avais compris. recto En fait, verso. les pages Mmh. recto verso, donc Oui, en fait la page, les pages inversées quoi. mmh. Oui, bah, à l'envers effectivement, ça risque d'être plus compliqué. Liste non exhaustive, certainement. Et vous en découvrirez plein si vous vous lancez dans le pré-processing de vos documents. Mais, C'est si vous- clairement l'exercice le plus casse-gueule qui soit. Enfin, même si effectivement le son et la vidéo est un autre truc un petit peu amusant, hein, mais c'est pour le coup l'un des trucs les plus fréquents quand tu vas voir une entreprise et que tu veux faire ce genre de choses-là. C'est l'un. Mais question bête, il serait pas capable de détecter que l'image elle est à l'envers et la remettre à l'endroit parce que les lettres sont asymétriques. Tu devrais avoir moyen de réinverser l'image. Après, je Oui. vois pas trop l'intérêt d'imprimer son PDF pour le scanner, pour l'alimenter l'IA, mais Bah, parce que tu as raturé justement dans le scénario. ah oui, on a raturé, c'est vrai on a que t'as réécrit. raturé, c'est vrai. Oui. Sinon, il faut faire avec du papier, avec un biseau, tu sais, comme on faisait avec les cartes perforées, pour savoir au moins dans quel sens elles étaient. Donc on avait le problème dans le bon ordre. Si on avait Non, oublié de mais mettre le numéro, le truc, moi j'avais fait de la reconnaissance des modèles de vision bien avant les LLM. Hein, c'était les premiers modèles Google Vision là, sur des boîtes de produits qui étaient prises en photo. Et effectivement, une fois sur deux, la photo, elle était pas, elle était à l'envers. bonne. Hein. Ah Elle oui. était à l'envers. Et ce que l'on faisait, je me souviens, c'était pour améliorer le truc, c'est on testait en deux, quand on n'arrivait pas, on n'avait pas un truc satisfaisant à la première passe, on retournait l'image on la pivotait de 90 degrés 3 fois pour pouvoir essayer les autres combinaisons, voir si on arrivait à quelque chose de meilleur. Ça, c'est finalement quelque chose qui est fastidieux, mais qui peut fonctionner. Tu as un petit peu parlé de différentes approches méthodologiques en étant un petit peu avec une granularité très fine par rapport à chacun des problèmes, mais bien évidemment, nos grands providers de modèles se sont penchés sur la question et ont commencé à sortir des modules d'AI dédiés à ces sujets-là, et notamment celui qui a été annoncé il y a très peu de temps, c'est Mistral qui a fait quelque chose là-dessus. Hein. Oui, et alors je pense qu'ils se sont quand même aussi inspirés d'un peu des retours terrain parce que il y a eu beaucoup d'initiatives de projets qui ont cherché à mixer l'avantage de l'OCR un peu traditionnel, donc qui est très bon pour reconnaître les caractères, et le faire à bas coût. C'est surtout ça aussi son avantage. Et les modèles de vision qui, eux, ont cette vision d'ensemble, qui sont capables d'aller justement extraire l'image, décrire l'image, aller comprendre les ratures manuelles, etc. Donc ils ont, les deux ont des avantages. Ils n'ont pas le même coût. Hein. L'OCR est quand même généralement beaucoup moins cher que le modèle de vision. Et les deux combinés, ça c'est vraiment performant. Microsoft a sorti un projet d'ailleurs qui s'appelle toujours Argus, mixé de solutions Document Intelligence et à l'époque je crois que c'était GPT-4 4V, la première version avec la vision. Mais Mistral effectivement a sorti là récemment pendant l'été Mistral Document AI, et qui est justement la suite logique de Mistral OCR. Mistral OCR était sorti de mémoire en avril-mai de cette année. Mistral OCR vraiment
le but c'était d'avoir un modèle léger, pas trop cher, qui prend le document, extrait le texte et le fait bien et le sort en Markdown. On l'a dit rapidement, mais effectivement, c'est une des clés du process. C'est à la fin de retomber sur du Markdown parce que c'est vraiment, comme le JSON, hein, c'est vraiment très agréable pour un modèle d'IA en termes d'interprétation. Il va en plus pouvoir souvent reprendre aussi les niveaux de titres, ce qui va être intéressant dans une stratégie de chunking qui serait Bien pas sûr. bâtée méchante sur des longueurs de chunk. Et donc ça, c'est voilà, c'est un peu les bonnes pratiques finalement quand on est parti de ce corpus de documents assez sale. C'est à la fin de réussir à sortir des markdown, des JSON de tableaux et des descriptions d'images. Et ben Mistral Document AI vous fait tout ça et c'est une combinaison hein, de Mistral ECR et des modèles de vision. Alors j'ai plus en tête les noms des modèles chez Mistral qui sont équipés de vision mais en tout cas on a ce système là. Donc l'OCR s'occupe d'extraire vraiment le texte du document. Le modèle de vision fait une première passe et fait des bounding box, donc il repère les zones qu'il interprète comme des images. Donc à vérifier voilà, s'il se trompe pas trop là-dessus, mais moi sur les premiers tests c'est plutôt pas mal. Et donc à partir de là, il nous sort un résumé donc du document où on a le texte et on sait où à quel endroit on a des images. Et, donc lui, alors, il le fait, il découpe en plus. Donc il identifie, mais il la découpe et il nous la recolle dans le Markdown. Donc ça c'est super aussi, super agréable. Mais comme on sait que nous notre objectif final c'est quand même d'aller vectoriser et donc de vectoriser la description des images, et ben on peut lui demander de faire de la notation et donc de nous les bounding box d'images, de nous écrire la description de cette image. Et donc on vient de résoudre finalement pas mal de points qu'on a décrits là dans toutes les difficultés qu'on peut rencontrer sur les documents, avec un seul outil, avec peut-être aujourd'hui une ou deux petites limites quand même, c'est que le fameux prompt qui décrit l'image, on n'a pas vraiment la main dessus, et on aimerait quand même le personnaliser selon les types d'images. Je redonne l'exemple des logigrammes de tout à l'heure où il faut être vraiment très précis dans le prompt. Voilà, donc mais peut-être que ça va évoluer. Et aujourd'hui, on est limité à 8 pages. Voilà, PDF de 8 pages maximum pour aller le soumettre à l'API de Mistral Document AI. Je pense que ça, c'est une limitation en termes d'overload de leur système. Après, il y a toujours la même histoire d'un compte. Ça ferait une fenêtre de contexte démesurément grande, quoi, au final. Donc, t'as toujours ce risque-là derrière. Mais ouais, c'est super malin comme truc de pouvoir faire 2 streams et de les converger pour pouvoir en faire un contenu qui globalement avec ce document qui viennent des documents annotés, quoi. Donc c'est ouais, super. Mm. On a un peu un outil aussi un peu similaire côté Azure, qui est Azure AI Search, et ce qu'on appelle les skills dans Azure AI Search, donc qui est plutôt orienté base de données vectorielle, hein, mais qui fait aussi l'ingestion de documents et qui va faire aussi l'extraction des documents, qui va là on va les stocker dans un blob storage côté Azure et peut lancer derrière on peut rajouter enfin on paye après au document, on peut rajouter la description d'image avec des modèles de vision côté Azure. Donc ce système-là, il est finalement assez simple, assez basique, mais il est bien pensé et surtout, ben, il nous garantit quand même de réaliser beaucoup d'étapes préparatoires de manière efficace. Et une fois qu'on a ce contenu-là, donc qui est le texte en Markdown intégrant la description des images, et ben ça, on va le soumettre maintenant à une étape de chunking. Et là encore, on a différentes possibilités. Et comme disait l'autre, c'est aussi là que le sport commence, le chunking. Puisque c'est quand même, moi, j'ai des expérimentations que j'ai pu faire en termes de RAG, c'est vraiment en jouant sur les paramètres de chunking qu'on voyait l'amélioration de l'exécution du modèle derrière quand on utilise ce qui a été généré, quoi. Donc cette étape de chunking, elle est quand même super importante. Donc comme on le disait tout à l'heure, le chunking, c'est vraiment de couper le document en petits morceaux qui vont être facilement manipulables. Alors si on fait des morceaux trop petits, on va se retrouver avec une information incomplète quand on va récupérer un chunk qui correspond à ce que l'on a. Si on fait un chunk trop gros, ben on surchargera irrémédiablement la fenêtre de contexte qu'on va envoyer au LLM. Donc c'est là où la chose est très difficile. Et bien évidemment, ce qui se passe, c'est que ces chunks, ils vont se retrouver avec à un moment donné une information importante qui va être répartie peut-être sur 2 chunks. Et donc comment est-ce qu'on va gérer ça, quoi? C'est là. Il y a pas mal d'approches implémentées dans LangChain qui sont intéressantes et qui vont plus loin que l'approche initiale qui était de se dire je donne une taille de chunk
tout de suite après, on s'est dit: «Je donne un petit overlap» parce que ça va m'éviter justement de si je tombe en milieu de phrase, bon, bah, c'est pas grave parce que, j peut-être qu'avec mon overlap, la phrase sera complète dans le chunk suivant. Donc ça, c'était vraiment la logique de base. Et en fait, LangChain après a proposé des chunkings un petit peu plus intelligents où on va repérer, bah, il y a une ponctuation, hein, globalement, voilà, dans la plupart des textes, donc on va pouvoir se baser sur cette ponctuation, on va pouvoir se baser éventuellement sur les paragraphes, se baser sur des niveaux de chapitres, de se baser sur des documents, même si à l'intérieur d'un gros fichier, on a plusieurs documents. Pareil, on va pouvoir mettre le chunking à ce niveau-là. Et enfin, il y a un autre système, alors qui peut-être un petit peu plus long à mettre en place, mais voilà, on a moins de garanties sur l'efficacité, ce qu'on appelle le chunking sémantique. On attaque le début du document, on prend une petite fenêtre de quelques lignes, on fait un deuxième chunk et on fait les embeddings de ces deux chunks-là. Et on va regarder si les embeddings, on fait une similarité entre ces deux vecteurs et on va regarder si les deux chunks qu'on a fait sont très similaires. S'ils sont similaires, ça veut dire que ça vaudrait le coup finalement d'en faire qu'un seul. Et on refait bouger la petite window là qu'on est en train de descendre sur le document. Et quand on va commencer à trouver un chunk suivant qui pour le coup est cosinus 0, enfin très proche de 0, donc très différent du chunk d'avant, là ok, on se dit ok, on a bien fait de couper à cet endroit-là. Donc vous voyez que ça c'est plus long parce que ça veut dire qu'il va falloir passer vraiment cette fenêtre, itérer un peu et faire des embeddings qui seront pas les embeddings finaux que vous récupérerez dans votre vecteur DB. Mais ça peut être une approche intéressante aussi. Et tu disais tout à l'heure, Paul, que le fait de rédiger d'avoir un output du pré-processing dans un document Markdown permettait de récupérer une structure lisible entre guillemets, de titres et de sous-titres et ainsi de suite. J'imagine que ça, l'exploitation de cette structure, c'est quelque chose aussi qu'on va récupérer dans les chunks, aussi pour pouvoir aller remettre dans le chunk l'information relative au titre de la section ou des choses comme ça. Il y a peut-être des choses là-dessus, quoi. Alors oui, c'est possible et ça, on va plutôt le faire en métadonnées. Parce que D'accord. quand tu Comme vas quand on met la référence au document d'origine dans la mmh, métadonnée du chunk. Ok, d'accord. Ok. ouais, ouais. C'est à ce Ok. niveau-là qu'on va le faire parce que quand tu vas vectoriser, là tu perdras la notion de, je sais Hmm, pas, les balises H1 ou des hmm. choses comme ça, tu vas perdre cette notion-là. Donc, mais oui, le Markdown va être très bien supporté par LangChain pour faire ce chunking basé sur la structure du document. Ouais, ouais, ouais. Et avec ces moulinettes, on espère voilà, arriver à une base vectorielle plutôt efficace derrière pour retrouver des choses. Mais vous voyez que toute la complexité, en fait, là-dessus, il y a rien qui est vraiment insurmontable. Ça, c'est peut-être une première conclusion. Euh, les outils qu'on va aller chercher pour ça, bah, effectivement, il y a beaucoup dans le domaine de Python, hein, il y a beaucoup de librairies qui vont faire des choses et le faire très bien. Et d'ailleurs, juste au coût d'exécution du script Python. On a parlé des quelques approches maintenant OCR plus modèle de vision qui commence à être aussi déjà clé en main. Et là, on a pu jeter nous du code. On avait essayé de refaire ça C'est manuellement fou, hein. et ça c'est plutôt sympa. Euh, On avait une discussion cette semaine sur le Slack du Big Data Hebdo, que vous pouvez tous rejoindre d'ailleurs. Et on avait une discussion qui disait, voilà, avec le document AI de Mistral, là, combien de kilomètres de code on va balancer à la poubelle? Parce que ils vont évidemment faire ça beaucoup mieux que tous les bricolages, entre guillemets, qu'on avait pu faire jusqu'alors là-dessus, quoi. C'est pas grave tant que tu l'as fait générer par une LLM, donc oui, en plus c'est vrai. Mais le plus gros défi à ce niveau, vraiment sur cette partie pré-processing, ça va être de choisir les traitements qu'on va faire passer. Parce qu'on pourrait se dire, allez, on y va, on balance tout, mais attention, ça va avoir un coût, ça va être long. Peut-être que ça aura des effets même néfastes si les traitements étaient pas nécessaires. Mais si vous avez une disparité de documents dans votre corpus de base de connaissances d'entreprise, bah, il va falloir choisir quel document passe par telle ou telle filière de pré-processing. Et c'est là que ça devient compliqué parce que il nous faudrait une sorte de méta pré-processing, enfin en tout cas une première couche qui nous choisisse, qui nous dise quels sont les bons éléments à passer pour le pré-processing. Alors, on pourrait se dire basiquement qu'un modèle de vision, finalement, avec sa capacité justement à être assez générique, à voir les choses dans son ensemble, serait un bon candidat justement pour être l'agent, en tout cas, si on reprend le terme, qui sélectionne derrière les pré-process à passer. Sauf que si on fait ça, bah, ça veut dire qu'on a un coût
quand même non négligeable parce que on passe une première fois un modèle de vision sur l'entièreté de notre base documentaire, sachant qu'on le repassera après pour sans doute le traitement d'image ou des choses comme ça. Et là, on va exploser les tarifs, quoi. Donc, le gros défi, il est là aujourd'hui, c'est d'arriver à trouver comment passer les bons traitements de manière intelligente et de manière raisonnée en termes d'utilisation des ressources. Est-ce qu'une entreprise qui aurait des documents très particuliers aurait un intérêt à se construire sa propre, à étendre ce qui est déjà existant? Et je pense surtout sur la phase qui est euh, de modèle d'embedding. Est-ce que ça peut être un truc qui a un intérêt, ou est-ce que les embeddings standards sont prévus pour couvrir tous les cas de figure? Mmh. Moi, je suis assez persuadé que fine-tuner un modèle d'embedding, quand vous avez vraiment un corpus spécifique, ça vaut le coup. C'est D'accord. une option possible dans GCP, hein, d'ailleurs, sur les modèles d'embeddings qui sont présents sur GCP. Ça nécessite d'être testé. Quel est l'effet? C'est quoi l'effet en fait? C'est que ça va adapter ce qu'on appelle l'espace latent, donc c'est la représentation numérique du sens qu'on a dans nos documents. Ça va l'adapter à quelque chose qui est très générique aujourd'hui dans les modèles d'embeddings un peu génériques. Mais ça va l'adapter et ça va vous donner de meilleures représentations vectorielles. Effectivement, donc de meilleurs cosinus, donc de meilleurs Ouais, c'est un ça. meilleur retrieval. Donc oui, mais il faut savoir le faire, il faut savoir l'évaluer et ça c'est effectivement c'est un petit boulot. Ouais. Ouais, Mais ça peut. et on n'est pas loin effectivement de l'entraînement de modèles en termes de complexité de choses à faire. Ce qui peut être alors, on a vraiment sur la reconnaissance après des documents sur la partie pré-processing, on est plutôt dans des cas où les entreprises reçoivent d'entreprises extérieures des documents dans un certain format, donc elles maîtrisent pas ce format-là, mais elles savent qu'elles vont y être confrontées. Alors je sais pas, c'est des bons de commande par exemple. Ouais. Je sais pas, vous avez 5 ou 6 fournisseurs, donc vous avez 5 ou 6 versions de bons de commande. Et là, vous devez retrouver les champs, vous devez les recroiser derrière. Donc là, ça pourrait être intéressant d'entraîner aussi des modèles, mais plutôt on est sur plutôt de la computer vision ici, un peu plus traditionnelle, d'entraîner les modèles à bien repérer à quel endroit on va trouver le numéro de facture, à quel endroit on va trouver la date de livraison. Voilà, et ça va améliorer les choses et on sera sur des coûts qui seront beaucoup moindres que passer du modèle de vision aujourd'hui à tour de bras. Mais effectivement, la grande question, elle est là, c'est de se dire est-ce que j'y vais avec le bazooka actuel qui est le modèle de vision et je vais m'en sortir, mais ça va me coûter très cher, ou est-ce que j'essaye d'être un petit peu plus intelligent et d'avoir un truc plus adapté, plus local aussi souvent, hein, et que je vais pouvoir maîtriser en termes de coût. La question qui me vient à l'esprit, avec tout ce qu'on a vu, on a vu qu'effectivement la bonne solution vers laquelle l'on pourrait converger, c'est quand même ce document qui reprend l'extraction qui a pu être faite des images à l'intérieur d'un document texte type format Markdown, avec la description des images insérées dans les textes pour qu'on puisse avoir une suite intelligible. En dehors de stocker ça au format Markdown, est-ce qu'il n'y a pas de format émergent pour pouvoir garantir, entre guillemets, une utilisation plus facile? C'est-à-dire que ce Markdown, si on veut, nous, humains, demain le réutiliser, il faut quand même pas mal d'efforts pour arriver à quelque chose. Et typiquement, ça finit par faire un truc où il y a le document d'origine, il y a le document Markdown qui a été généré. Enfin, est-ce qu'il y a des initiatives là-dessus, au même titre qu'il y a des vecteurs DB qui permettent de mieux gérer tous ces documents et d'avoir tous les attributs nécessaires? Il y a des choses qui commencent à apparaître là-dessus, ou ça reste très rustique? J'ai pas connaissance d'initiative dans ce domaine-là. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est comme on utilise des modèles de langage qui ont appris sur le web passé, bah, effectivement, ils sont bons sur JSON, sur Markdown, parce que c'est ce qu'ils ont trouvé dans leur jeu d'entraînement. Donc, donc un nouveau format comme ça, je sais Ce pas, serait mais peut-être c'est. contre-productif, ouais, effectivement. Mm. Faudrait utiliser ASCII-Doc. C'est comme Markdown, mais c'est en mieux. J'adore quand ta définition de quelque chose, c'est comme, mais en mieux. Non, mais C'est toujours très bon, ça. c'est la même logique. C'est un peu différent le format. Il est mieux normalisé en fait. Et il est plus complet. Notamment, il normalise les tableaux. En termes de structure, c'est mieux, oui, En termes de effectivement. structure, il Ouais, est plus bien défini. Et sûr. en fait, en termes de documentation, moi, je trouve ça. Pour écrire de la doc, c'est beaucoup mieux que Markdown.
c'est moins utilisé, donc c'est moins intégré dans les outils. Donc je pense que c'est moins bien compris par les LLM. Mais Un ASCII ce doc serait un permet meilleur de format générer un dans markdown. l'absolu. C'est-à-dire qu'en fait, tu pourrais converger tout dans un ASCII doc qui devient ton format de référence et tu génères un markdown à partir de l'ASCII doc pour pouvoir Non, entraîner, même pas, en fait, t'as pas besoin. pour Après, pouvoir faire ton embedding. Si. non, mais si tout le monde fait de la skidoc, Mais non, mais tout le ça monde sera fera bon. pas le ASCII doc au J0, Jérôme. Ça n'existe pas, ça. Mais on peut pas rêver. Une adoption généralisée d'un format, s'il y a que dans les livres que ça existe, Jérôme. Ah, bah, si, Markdown a été pris, Ouais. a été généralisé, mais bon, ouais. Ouais. Mais ce sera un beau format. Mais c'est comme le Ça- tonnerre, ça tombe qu'une seule fois au même endroit, tu sais. Donc là, le slot, il a été pris par Le Markdown. problème, c'est que Markdown n'est personne qui pas. En fait, les gens qui écrivent des bouquins, ils utilisent plutôt Skidoc. Ouais. Parce que vraiment mieux, et moins pour de la doc. En plus, c'est Antora, par exemple, qui permet de bien l'intégrer. Si vous voulez faire de la doc, prenez ça. Enfin, je sors un peu du sujet, mais si vous voulez faire de la doc, prenez plutôt Askidoc Bah, que de toute Markdown. façon, la pérennisation des trucs qu'on écrit pour pouvoir être certain que dans 10 ans, on sera capable de les relire, de les réutiliser, t'as un vrai sujet de fond, quoi. Je veux dire, PDFA, Markdown, ouais, Skidoc. Mais là, c'est pas si hors sujet que ça, parce que je pense qu'une des conclusions aussi un peu de cet épisode, c'est de se dire que peut-être que les départements de l'entreprise qui sont le plus amenés à produire de la documentation, bah, il faut peut-être aujourd'hui les former à ce que ouais. ça soit lisible à la fois par les humains et à la fois par les modèles d'IA. Et on va se simplifier les choses. Alors bien sûr, il y a l'historique, mais effectivement, peut-être voir un peu les bonnes pratiques qu'on pouvait donner en formation bureautique. Elles sont peut-être à repenser aujourd'hui et essayer d'avoir des choses Bah, quand lisibles par tu tout le as monde. ouais, tu as des entreprises qui ont commencé à être assez avancées sur la gestion du cycle de vie de leurs documents, c'est-à-dire qui ont dépassé le fait que ce soit des documents Word qui soient sur un SharePoint, pour résumer. Et d'ailleurs, tiens, ça me fait penser, documents bureautiques, on n'a pas parlé de spreadsheets, qui sont quand même un truc un petit peu marrant, hein, dans cette affaire. Mais on va pas refaire un épisode maintenant. Ouais, et tu peux te dire que finalement dans la chaîne, je sais pas s'il y avait pas un truc qui s'appelait chez Adobe, qui s'appelait Distiller, qui permettait de se connecter sur les SharePoint et autres outils, et qui automatisait la création de PDF en extrayant les metadata pour pouvoir faire. Alors, le PDF aura un très gros avantage par rapport au Markdown. Alors, effectivement, il n'est pas manipulable, peut-être pas manipulable tel quel par les LLM, mais par contre, il a un gros avantage, c'est que les images sont embarquées, parce que le Markdown, faut pas oublier que l'image, c'est juste un lien, Et et il faut l'avoir avec. Et pareil. Et donc, effectivement, les PDF, il y a, ce qu'on a dit un peu tout à l'heure, enfin, c'était un peu ma remarque, les PDF, c'est assez libre comme format, mais il y a plein de choses, il y a des bonnes pratiques à avoir. Si vous voulez que ça soit utiliser la version A. C'est comme de la même façon que un imprimeur va vous demander la version X, parce que il y a un certain nombre de règles qui sont optionnelles dans le PDF, mais qui seront nécessaires pour que l'impression se passe bien. Et ben pour faire de l'archivage, faire de la documentation que vous conservez, utilisez le format A. Le format A vous impose un certain nombre de règles. Il vous oppose, par exemple, des trucs tout cons, mais d'embarquer les fonds qui sont pas les fonds hyper standards, celles que vous avez sur tous les postes, pour que les gens soient. Alors, vous n'avez pas besoin de faire du PDFA pour l'avoir, mais ça vous oblige à le faire. Il vous oblige à mettre des profils colorimétriques pour vos images, ce qui fait que derrière, on sera capable de les restituer comme vous les avez perçus et pas autres. Il vous oblige à de chaîner l'image pour que le LLM puisse lire le bloc dans le bon ordre. Enfin, je dis le LLM. En fait, à la base, c'est fait pour les lecteurs, pour les personnes qui ont des déficiences visuelles, et ça permet aux lecteurs non graphiques de savoir dans quel ordre il faut lire le texte, hein, parce que eux aussi ils ont ce problème-là, pas que les LLM, et voilà. Et en fait, c'est vraiment pour faire un format d'archivage de quelque chose de figé, il faut faire la variante A qui garantit tous ces avantages-là par le. Ouais. Bah écoute, c'est super intéressant, Paul, cette histoire. Et effectivement, c'est pas mal de sujets auxquels qu'on voit pas. Il y a ce côté automagique du RAG. Enfin, il faut pas beaucoup de temps pour s'apercevoir que c'est pas automagique, hein, généralement. Euh, mais toute cette arcane de comment bien sourcer le document et avoir tout un pipeline qui permette de retravailler le document dans la durée
est un vrai sujet, quoi. Mmh. Donc, pour le coup, c'était super intéressant. Merci. Merci. Écoutez, on espère que vous avez passé, vous avez autant de plaisir à écouter cet épisode qu'on a eu nous à l'enregistrer. Et puis surtout Paul, merci à Paul d'avoir préparé ce contenu. On espère que ça vous a ouvert les yeux sur ce sujet du RAG et on vous retrouve dans un prochain épisode. À très bientôt. Ah.